Eh bien bonjour, aujourd'hui ça va être de l'entre-soi avec de l'entre-nous aussi, vous allez voir, c'est voilà, aujourd'hui une émission un peu spéciale avec les trois de la semaine, les trois coéquipiers de la semaine. Voilà, on voit déjà Franck, on voit Thomas et Bénédicte. Cette semaine, voilà, les trois chroniqueurs de la semaine sont là jusqu'à dimanche et aujourd'hui on va aborder avec eux plein de thématiques. On va aborder avec toi la Nouvelle-Zélande, je crois. On continue. On continue. On continue. Avec 2 épisodes. Avec toi, on va aborder, on va faire un voyage dans le Var avec toi. Voilà, on va voyager à travers le Var avec les enfants à la rencontre des animaux. Puisqu'on est mercredi, c'est le jour des enfants. Les animaux, et on va parler d'animaux, mais pas tout à fait. C'est-à-dire que c'est un terme animal avec Bénédicte aussi. Oui, on va parler des zèbres. Mais les zèbres, pas les animaux. Pas les animaux, les enfants à haut potentiel. Au potentiel émotionnel. Émotionnel et intellectuel. Les zèbres, ça comprend les deux alors. Tout à fait. Voilà. Et bien on va parler aussi, pareil, je ne sais pas ce que vous faisiez vous le 11 février 1904 dernier. En tout cas, il n'y en a qu'une en Europe qui peut dire qu'elle était là. C'est notre doyenne, justement, et qui présente à Toulon. Elle a fêté le 11 février dernier ses 116 ans. On reviendra un peu dessus, une manière aussi de revenir sur un événement de la semaine dernière. Et puis voilà, tout simplement. Je vous souhaite bienvenue dans la grande émission. Et je me dis, mais par quoi on commence là? Il y a tellement de choix. Parlons un peu de notre doyenne, Philippe, je pense. C'est ce que tu voulais? C'était pas du tout ce que j'avais dit. Alors, hors antenne, tu n'écoutes pas ce qu'on dit hors antenne avant de commencer, alors. Recommence. C'était une fausse question, tu vois. C'est une fausse question. C'était une fausse question. Par quoi on va commencer, Franck? Par notre doyenne. Non, en fin de compte, voilà, puisqu'il y a 2 sujets aujourd'hui que tu nous as préparés sur la Nouvelle-Zélande. Voilà, depuis lundi, pourquoi la Nouvelle-Zélande? Déjà, tu nous proposes la Nouvelle-Zélande avec Aventure et Découverte Var. Alors, c'est tout simplement parce que c'est un coup de cœur. L'association fait de nombreux voyages. Donc, celui-ci, elle ne l'a pas encore fait. Il y en a beaucoup qui me le demandent. Et donc, j'ai voulu vraiment présenter un petit peu ce pays qui est vraiment ce coup de cœur, autant sur son environnement, sur ses paysages, que sur sa civilisation, les Maoris, les premiers Néo-Zélandais, en fait, en fait, on le sait pas forcément, mais la Nouvelle-Zélande, c'est un des pays qui a l'histoire la plus courte, en fait, de la planète. Et toi, cette semaine, c'est ta chronique la plus longue. Et moi, cette semaine, c'est la chronique la plus longue. C'est embêtant. C'est embêtant. Non, ça l'est pas. Et aujourd'hui, tu nous amènes dans les airs et quasiment vu de haut, on commence. On va commencer par s'envoler au-dessus des glaciers, en fait, qui sont sur la côte ouest. Alors, on les a vus en début de semaine. On a atterri sur ces glaciers et là, en fait, on décolle de la côte ouest du côté de la mer de Tasmanie pour aller découvrir les 2 grands glaciers qui se jettent dans la mer de Tasmanie. Donc, le glacier de Fox, qui est assez impressionnant, puisqu'il prend naissance donc au pied du mont Cook, du plus haut sommet des Alpes néo-zélandaises, et il se finit quasiment au niveau de la mer. Et ce qui est impressionnant sur ces glaciers, celui de Fox et de Frank Joseph qu'on va voir juste après, donc c'est que ces glaciers, sur le bas de la langue glaciaire, en fait, on se retrouve dans un paysage quasiment tropical avec des fougères arborescentes. Donc il y a un climat très spécifique à ce niveau-là. Et donc ces 2 glaciers qui sont magiques. Celui de Fox a une particularité, c'est qu'il a progressé jusqu'en 2005. Ce qui est assez rare pour un glacier, et celui de Frank Joseph, donc où là on propose regardez, voilà le petit montage. Donc ça c'était en 2005 quand j'y suis allé, et aujourd'hui tout ce qui a fondu. Donc il recule de en gros 3-4 mètres par mois. Donc c'est assez énorme. Le petit point qu'on voit sur l'image, c'est un hélicoptère. C'est pour vous dire la grosseur de cette langue glaciaire. Donc toujours ces paysages autour des glaciers avec de nombreuses cascades. Et bien sûr, on longe et on tombe directement sur la côte de la mer de Tasmanie, donc une mer très agitée et qui par justement ses vents et ses courants, va carrément travailler la roche. Donc là, on est sur un parc national qui est le parc de Pancake Rocks. C'est des rochers en fait qui sont cisaillés, donc comme des pancakes en fait, et qui sont sur une partie du littoral, qui forment ces concrétions assez magnifiques avec des trous du souffleur comme on peut le voir dans d'autres pays. Et c'est un paysage vraiment magique, donc avec ces petits canyons au-dessus de la mer de Tasmanie. Donc sur cette côte, on a également plusieurs colonies de phoques, d'otaries. Elle est vraiment
très protégés. Donc là, c'est encore un parc national. On enchaîne vraiment sur ces zones protégées avec des lieux de naissance. Donc là, en plus, au printemps, c'est vraiment fort sympathique parce qu'on passe un temps fou à les regarder. C'est tellement agréable. Donc toutes ces naissances, ces bébés phoques qui s'amusent entre eux, qui se chamaillent dans l'eau, donc un grand moment aussi. C'est mignon, ces bébés phoques qui se chamaillent dans l'eau. C'est mon côté sentimental. Je vois ça tout de suite. Et là, donc, c'est juste pour replacer le contexte. Voilà, on regarde, et Paris, combien? Plus de 18 000 km. Donc on est loin, on est loin. Et là, on est dans cette région où les premiers pionniers européens sont partis chercher, comme sur l'Ouest américain, de l'or. Et on a tous ces villages qui sont reconstitués, pas qui ne sont pas reconstitués, qui ont été maintenus en l'état. Et donc, c'est ces villages de chercheurs d'or et de jade, parce que le coin est très riche en jade aussi. Et donc, dans une forêt primaire, donc, vous traversez avec le train qui emmenait sur les lieux de recherche, en fait. Et on peut vous initier justement à la recherche justement de l'or ou du jade au milieu de cette forêt. En continuant un peu plus au nord, encore un parc national, le parc d'Adel Tasman, qui est le nom en fait du premier navigateur européen qui a découvert la Nouvelle-Zélande, qui n'est pas ni anglais ni français, qui était hollandais. Les Hollandais avaient une colonie qui était en Indonésie, qui s'appelait Jakarta, s'appelait Batavia à cette époque. Donc ils partaient de Batavia pour venir explorer la Nouvelle-Zélande. Donc c'est une des premières zones qui a été découverte par les Hollandais. Un coin qui est sympa sur cette zone, c'est qu'il y a un sentier littoral, donc il y a les pingouins, on les voit qui se cachent. Donc je ne les ai pas vus, ils étaient bien cachés. Oui, non mais faut suivre, il faut suivre. Je tente. Donc un coin très très riche encore une fois au niveau faune et flore, et qui est en fait aménagé tout le long, en fait son littoral, par un sentier, et les petits bateaux viennent vous chercher en fonction d'où vous voulez vous arrêter. Donc si vous êtes fatigué, vous rentrez en bateau. Donc les fjords un peu plus bas de l'île du Nord qui font la séparation en fait entre l'île du Sud et l'île du Nord. Donc ces canyons avec ces fjords qui on le voit, donc n'ont plus un arbre, puisque 80% de la forêt a été rasée par les colons qui ont voulu installer l'élevage. Donc il n'y a quasiment plus de forêt en Nouvelle-Zélande. Et ce coin qui s'appelle le French Pass, donc par lequel sont arrivés les Français au XVIIIe siècle. Donc un endroit magique, donc comme on le voit et comme on l'a vu depuis le début, c'est un endroit très sauvage. Et là, on est sur le port de Picton, en fait, qui est le port qui permet de faire la liaison avec les cars ferry, avec l'île qui est au nord, donc, et la capitale, Wellington. Donc, et quand je vous dis que les fjords sont tranquilles, mais le détroit de Cook est un des endroits les plus agités au monde, vous allez voir quelques petites images. Les vagues passent au-dessus du bateau jusqu'au 7e pont. C'est énorme. Et voilà, on voit le bateau dans les vagues, et c'est quasiment tout le temps comme ça. Les 2 fois où j'y suis allé, voilà, c'était une mer démontée, et il faut vraiment avoir le cœur accroché pour pouvoir faire cette traversée. Et quand on arrive et qu'on voit la baie de Wellington au bout, on est vraiment content et délivré. J'avais la chanson en tête en plus. C'est assez terrible. J'avais la chanson en tête au moment de dire. Voilà. C'est compris. Libéré, délivré. C'est ça, voilà. Libéré et délivré quand délivré. On arrive dans la baie de Wellington. Mais parce que c'est vrai que les images poussent à ça, vraiment, vraiment une belle aventure. On aura un deuxième épisode tout à l'heure. Un deuxième épisode tout à l'heure. Bon, mais ça marche. Il nous en parlait à l'instant et j'ai presque envie de lui faire plaisir. Bon, pas quand même à Thomas. On parlait tout à l'heure de la doyenne des Français. On regardera tout à l'heure un petit sujet. Et tu voulais nous dire un petit mot sur la doyenne des Français, qui est en fin de compte la doyenne des Français, mais oui. la doyenne aussi d'Europe. Elle est à Toulon, elle est dans un EHPAD à Toulon. Et voilà. Non, mais j'avais glané quelques informations et je voulais les saupoudrer sur cette grande émission. Alors, savez-vous, cher Philippe, qu'il y a 21 000 centenaires en France ? Non, je ne sais pas tout ça. Moi. Et savez-vous que la proportion d'hommes et de femmes est vraiment notable, puisqu'il y a 5 femmes sur 6 qui sont centenaires.
C'est-à-dire que les hommes ne font pas long feu comparé à nous, pauvres hommes. Il y a 5 centenaires sur 6 qui sont des femmes. Qui sont des femmes, voilà. Pourquoi tu ris? Parce que les femmes sont plus endurantes sur plein de choses. Et là, c'est la preuve. Mais je vous le souhaite, mesdames. Hein, voilà. Il y a besoin de ce... Le truc, c'est qu'on n'est pas là pour le voir. Non. En tout cas, j'espère qu'on sera tous là pour... C'est plus là. On sera tous là pour le voir. Et justement, sœur André, donc Lucille Randon pour l'état civil, elle a fêté ses 116 ans le 11 février dernier à Toulon. Elle est voilà donc et on a eu un petit sujet tout simplement. De notre équipe et Thomas précisément du journal télévisé de Var Azur TV est allé la rencontrer. Voilà un petit clin d'œil justement à Thomas et à Lucille. La doyenne d'Europe est toulonnaise. Sœur André a fêté aujourd'hui ses 116 ans dans l'EHPAD Sainte-Catherine-Labouré. Comme chaque année, cet anniversaire est un véritable événement. Entourée de sœurs de sa congrégation, la doyenne se remémore émue les souvenirs qu'elle aura accumulés tout au long du XXe siècle. J'ai vu des belles choses et j'ai vu de très tristes. Des enfants qu'on abandonnait parce qu'on n'avait pas de quoi les nourrir. Et des enfants qui étaient recueillis par des familles. C'était très beau aussi à voir. Mon frère aîné, André, c'est pour ça que je m'appelle André, en souvenir de lui, c'était mon père, c'était ma mère. Il me couvait. Ça, c'était... Et quand je serai morte, j'irai le rejoindre à la campagne. Le maire de Toulon, Hubert Falco, est lui aussi venu rendre visite à la doyenne afin de lui remettre la médaille de la ville. Une visite qui, comme chaque année, a pu donner le sourire à la centenaire. Ah, c'est mon ami. J'avais ma chaussure qui s'était défaite. Vous vous êtes mis à genoux pour la ranger. Ça, je ne l'ai jamais oublié. Je suis content de vous voir, sœur André. Eh bien, moi aussi. Vous êtes la résidence d'honneur de Toulon. Vous savez que vous êtes, pour nous, un exemple, un modèle. Le drôle mais de... oui, mais oui. Il est un peu escranqué, ce modèle. Et vous avez dépassé maintenant la frontière toulonnaise, puisque oui. Vous êtes la doyenne des Françaises et des Français. Mais, monsieur le maire, je suis la doyenne d'Europe. D'Europe. Mais plus que le maire, ce qui a touché sœur André, c'est la petite chorale organisée par des enfants d'une école de la commune. Elle, qui s'est occupée toute sa vie de jeunes têtes blondes, pouvoir de nouveau en entendre chanter et pouvoir leur tenir la main semble être le plus beau des cadeaux. Les enfants, eux aussi, ont pu profiter de la sagesse de la doyenne et de cette rencontre hors du commun. Sœur André, elle est gentille, elle est belle et elle apporte le bonheur et tout ça. C'est la première sœur que je rencontre dans une maison de retraite. Elle est gentille, elle apporte le bonheur et elle est trop belle. Je l'aime bien, c'est la première sœur que je rencontre et elle est très belle. La famille de sœur André était aussi présente, à l'image de son petit-neveu. Lui qui lui rend visite plusieurs fois par an, il décrit une femme qui, malgré son âge, déborde encore de vitalité. Toujours l'instinct de vivre, oui. Elle, bien avant la date de son anniversaire, elle pense déjà à ce que sera la cérémonie et tout. Alors elle se plaint souvent entre deux anniversaires qu'elle en a assez maintenant, qu'elle aimerait bien que le bon Dieu la rappelle, mais elle pense quand même, quand la date approche, à organiser tout ça. L'anniversaire s'est poursuivi comme chaque année par une messe. Sœur André semble avoir bien profité de cette matinée et on lui souhaite plein de bonheur pour la fin de sa vie. Ben voilà, merci à Thomas pour ce sujet. Voilà, 116 ans le 11 février dernier. Voilà, donc sœur André, justement, Lucille Randon, de son nom de naissance, voilà, est à Toulon, justement. Et puis, tu voulais dire un petit mot? Oui, parce que j'avais vu un autre reportage sur elle et il lui avait demandé le secret de sa longévité. Et elle avait tout simplement répondu un carré de chocolat tous les matins. D'accord. Bon, bah, apparemment, c'est ce qu'il faut faire, tu crois? Ça tombe bien, c'est ce que je fais. Je vais faire 250 heures. C'est peut-être ça la recette miracle, la longévité. Justement, là, je te vois dans le décor. Là, je suis en train de percuter qu'avec les tableaux qui sont derrière avec ta veste, j'ai comme l'impression que ça fait un petit côté zébré qui correspond très bien à la chronique du jour. Je suis raccord avec ta thématique. Raccord avec ma thématique, tout à fait. Donc moi, je vais vous parler des zèbres. Les enfants à haut potentiel. Les enfants à haut potentiel. Et adultes aussi. Oui, tout à fait. Mais là, je vais un peu plus parler d'enfants.
Pourquoi les zèbres? C'est une appellation qui a été trouvée par une psychologue suite à l'écriture d'un livre. Alors, ces enfants ont eu le nom de surdoués, de précoces. De précoces. C'est des appellations qui n'étaient pas très jolies, donc du coup, on en est venu à HP, haut potentiel. Il faut savoir qu'il y a à peu près 3% d'enfants haut potentiel actuellement en France. Donc il y a à peu près 1 élève à 2 élèves par classe qui sont haut potentiel, mais qui ne sont pas forcément décelés. C'est d'ailleurs bien dommage parce que ces enfants, quelquefois, sont même en échec scolaire. Étant donné que les attitudes qu'ils peuvent avoir ne sont pas forcément des résultats qui sont, on va dire, exceptionnels. Parce qu'on peut différencier, en effet, il y a une psychanalyste en 2008 qui a écrit une thèse et qui a différencié les hauts potentiels intellectuels et les hauts potentiels émotionnels. C'est-à-dire l'intellectuel, on va être sur, entre guillemets, pour faire simple, sur le calcul, et l'émotionnel, qu'est-ce qu'il y a de différent? Alors l'émotionnel, il va être dans l'émotion comme son nom l'appelle. Ce sont des enfants qui sont très empathiques, donc qui savent déceler en fait les humeurs des autres, les émotions des autres, qui vont être hypersensibles à tout ce qui se passe dans leur environnement, mais avec leurs 5 sens. Quand je dis hypersensibles, c'est vraiment les 5 sens qui sont très développés. Donc ils vont avoir des réactions qui vont être stupéfiantes, qui vont être surprenantes. Même eux ne se comprennent pas eux-mêmes. L'entourage a même du mal à les comprendre. Mais à partir du moment où on arrive à les déceler, il y a quand même une compréhension qui se met sur ces comportements. Et là, on peut les accompagner beaucoup plus facilement. Parce que dans les classes aussi, ils sont quand même mis un peu à part. Ça peut être, ils peuvent être hyperactifs. Et là, on va dire, voilà, ce sont des enfants qui sont turbulents, qui n'écoutent pas en classe, alors que pas du tout. C'est parce qu'ils s'ennuient et ils ont cette sensibilité. Ils n'aiment pas le bruit. Ils sont très sensibles au bruit. Le bruit les dérange énormément. Mais en même temps, ils vont se manifester, eux, en faisant du bruit, parce qu'ils ont besoin de se faire voir aussi quelque part. Voilà. Voilà. T'as déjà fait le tour? Non. Ah pardon, moi je me suis dit voilà. Plein de choses à dire. Et donc, donne-moi la suite parce que je sais pas comment te relancer parce que je vois que tu as un truc de bien préparé. Oui. Non, ce que je voulais dire, c'est comment on faisait pour déceler un enfant HP, un enfant au potentiel. Il faut aller chez des psychologues spécialisés. Il n'y a qu'eux qui sont habilités à faire passer ces tests de QI, ce qu'on appelle le quotient intellectuel. Donc ces enfants HP auront forcément un QI qui sera supérieur à 130. On voit un livre notamment? Oui, alors il y a différents ouvrages qui sont... on peut se faire accompagner d'ouvrages, c'est recommandé pour les parents, en effet. Vive les atypiques. Donc Vive les atypiques, c'est nombreux témoignages en fait... Sur les atypiques, parce que ces enfants sont considérés comme des atypiques, des enfants à part, parce qu'ils ont des comportements qui sont complètement différents. Donc là, dans ce livre, on va trouver des pistes pour pouvoir les accompagner au quotidien et savoir comment on va pouvoir les aider à s'épanouir. Tu as mis d'autres ouvrages aussi, il y en a un numéro 2 aussi qui est là. Alors, il y a Aider votre enfant à haut potentiel à s'épanouir, voilà. Là, c'est des outils pour apprivoiser un peu plus les émotions. Donc là, ça va être un peu plus pour les HPE, comme on a parlé tout à l'heure, les hauts potentiels émotionnels. Pour les aider, il y a aussi des petits exercices de relaxation dans ce livre. Donc, pour les favoriser aussi à l'expression de leurs émotions, parce qu'ils ne savent pas toujours quoi en faire. Ce que tu dis, c'est finalement que ce sont des enfants qui ont une capacité à comprendre ou à ressentir des émotions peut-être plus fortes que le voisin. Tout à fait. Mais s'ils ne savent pas que c'est dû à une émotion, à une capacité un peu plus forte, un peu comme quelqu'un qui aurait l'oreille absolue et qui a cette capacité à comprendre très vite. On peut comparer comme ça, oui. Et si d'aventure on ne leur explique pas la chose, ils se sentent vite exclus. Ils ont l'impression que les gens ne les écoutent pas, ne les entendent pas, ne les comprennent pas. Ouais. Et finalement, c'est comme ça. Donc c'est pour ça que comprendre les émotions des enfants et apprendre à savoir se tempérer face à une émotion forte. Tout à fait. Troisième ouvrage, c'est le témoignage d'un enfant, donc c'est Tronche de zèbre, qui à partir de ses 10 ans a commencé à écrire en fait son quotidien. Maintenant il est adolescent, mais depuis l'âge de ses 10 ans il écrit ce bouquin, il a fait un journal quotidien avec toutes ces péripéties. Donc c'est plein d'humour, c'est très joyeux comme livre, mais en fait c'est comment il a réussi à s'épanouir en comprenant en fait pourquoi il était comme ça.
Voilà. C'est ce qu'on finalement tous ces enfants, c'est surdoués au niveau de l'émotion. Tu disais que 3% finalement à l'âge adulte et c'est des choses qui se diagnostiquent. Et aujourd'hui, je veux dire, certains adultes se rendent compte qu'ils sont zèbres au potentiel émotionnel et qui s'ignoraient ou qui s'ignorent encore aujourd'hui justement. Voilà, et c'est savoir que c'est souvent des gens qui ont tendance à ne pas supporter l'injustice, qui ont du mal avec l'injustice, qui ont du mal avec la trahison, qui ont du mal avec des choses comme ça. Ils ont des émotions très fortes face à ça, des sentiments qu'ils ont du mal à comprendre à canaliser aussi. Et voilà, parce que c'est des choses, l'injustice, voilà. Ils comprennent pas. Ah, ça, c'est vraiment un sentiment qui les insupporte. Voilà. L'injustice, pour eux, c'est l'injustice. Ils ne comprennent pas pourquoi on peut faire du mal à quelqu'un, pourquoi on peut... Voilà. C'est ce versant que tu disais, justement, l'empathie, quasiment, qui est le trait de leur caractère premier, justement. Et ils ne comprennent pas pourquoi. Donc, il faut les aider, justement, il faut vraiment les accompagner pour ça. Oui, parce que c'est, comme tu disais, la gestion d'émotions, une sorte de colère, déborde, etc., Ça déborde. etc. Il y a aussi des blogs, il y a Les Tribulations d'un petit zèbre, qui est un blog où il y a plein d'informations, justement, des témoignages de parents, des échanges, des infos. Donc c'est très intéressant. Et il y a aussi beaucoup d'associations de parents, d'enfants au potentiel. Et on peut s'adresser justement à ces associations pour aller chercher de l'information. Ouais, les fameux cousins des autistes Asperger, comme on dit des fois. Voilà. Voilà. Parfait, voilà, on a fait un petit truc. Tu connaissais, toi, les zèbres? Pas du tout. Pas du tout? Là, j'apprends, là, aujourd'hui. Voilà. Mais je suis sûr que tu en connais. Pardon? Je suis sûr que tu en connais. Certainement. Certainement. Non, mais on doit tous certainement en avoir. Moi, j'ai mon fils qui est au potentiel émotionnel. Mais moi, je connais quelqu'un qui connaît même des lamas. Oui, moi aussi. Voilà, c'est Thomas. Lui, il ne connaît pas que des zèbres, il connaît des lamas, des chèvres et toutes sortes d'animaux parce que tu es parti à la visite de tas de... J'ai presque envie de partir tout de suite avec la vidéo, la toute première vidéo que tu... Bien sûr, Philippe, tu as raison. Du coup, je suis parti à la rencontre des animaux, en tout cas des lieux où on accueille des animaux à travers le Var. Donc, mon périple a commencé à Sifour, à Var-Lama, c'est comme ça que ça s'appelle. Donc, c'est un élevage de lamas. Et aussi une espèce de ferme pédagogique. Donc c'est tenu par Benjamin qui a changé de vie il y a quelques années maintenant. Avant il était trader. Et maintenant il s'est fait une passion pour les lamas. Il avait commencé avec un petit lama ou deux petits lamas dans son jardin. Finalement ça lui a plu, donc il a carrément créé une exploitation et c'est une des plus grosses fermes de lamas de France. Du coup. Ça, c'est à Sifour, parce qu'aujourd'hui, tu nous fais balader justement, tu nous promènes dans le département pour aller voir, découvrir les enfants. C'est quasiment une ferme pédagogique alors? C'est ça. En fait, il y a 3 moments pendant cette visite. Il y a le moment justement du toilettage qu'on voit actuellement. Donc, c'est pour petits et grands, bien entendu. Ensuite, on part avec les lamas pour se faire une petite balade, enfin un petit parcours à l'intérieur du parc de Benjamin. Et au retour, on peut récupérer quelques poils de lama et se confectionner bracelets et autres petits objets à base de poils de lama. Réchauffe-aisselle et tout. C'est de l'élevage pour la fourrure ou pour la viande? Non, pour l'écoferme. J'ai pas bien compris, mais... C'est pourquoi? C'est pour de la viande qu'on les élève ou pour la fourrure? Non, c'est vraiment pour... c'est plus pour de la zoothérapie, parce que Benjamin se déplace avec ses lamas dans les maisons de retraite, les hôpitaux, etc. Donc c'est dans cette optique-là. Ce que je voulais dire quand même d'important, c'est que les lamas ne crachent pas sur les humains sous certaines conditions. Si ces lamas ont été élevés jusqu'à l'âge de 6 mois sans le moindre contact avec un être humain, ils ne cracheront pas sur les humains, puisqu'en fait, cracher pour eux, c'est cracher sur leurs congénères. Donc s'ils ont des lamas tout au long de leur enfance, ils vont leur cracher dessus. Et les humains, pareil, donc il ne faut pas les toucher. Donc les petits bébés lamas, on avait envie de les toucher, mais on ne pouvait pas. On en a un bel exemplaire ici. Donc il ne faut pas les toucher avant 6 mois, sinon ils seront habitués à cracher sur les humains. D'accord, voilà. C'est quasiment un geste d'affection. C'est un geste d'énervement, mais le fait qu'on ne les touche pas jusqu'à leurs 6 mois, psychologiquement, ils se disent je peux pas leur cracher dessus. Bref, ça coûte entre 6 et 12 euros cette petite balade, cette petite visite, et c'est sur réservation. Donc vous trouverez le site sur internet, bien sûr, en tapant Ferme Lama à Sifour. Ferme Lama à Sifour. Et après, tu nous as promis, en tout cas, d'autres aventures avec d'autres animaux. Tout à fait. Alors là, je suis parti un peu plus au nord du Var, au-dessus de Brignoles. Donc, je suis parti à Régus, à la petite ferme de Lily. Donc, la petite ferme de Lily, c'est non seulement une ferme, mais c'est aussi un refuge pour recueillir toutes sortes d'animaux. Et des animaux pas forcément conventionnels, puisque, bon, déjà, on voit toutes sortes de volatiles que j'aurai peu de temps pour vous donner toutes les espèces qu'il y a. Donc, je vais faire vite. Il y a des lamas aussi. Et surtout, il y a des marsupiaux.
Donc là, on voit un bel exemplaire de kangourou. Donc ce sont des animaux qui sont récupérés, par exemple, quand des zoos ferment leurs portes. La petite ferme de Lily récupère ces animaux. Donc là aussi, il y a de la zoothérapie et on peut se rendre donc sur place pour aller voir tous ces animaux à Régus. Et vous trouverez les informations. Juste au-dessus de Cotignac, à peu près une vingtaine de minutes de Brignoles. Et le 3e épisode, tu voulais nous embarquer à quel endroit? Là, j'ai terminé mon périple à Roquebaron. Donc je suis allé voir des chèvres à Roquebaron, parce que j'aime le fromage de chèvre, mais j'aime également les chèvres. Et le foot. Donc là, on est vraiment sur quelque chose de plus, un petit peu plus authentique, j'ai envie de vous dire, parce qu'on est vraiment chez les gens. Donc là, on voit le retour des pâturages des chèvres, donc qui passent leur journée sur les plateaux avec Daniel et Geneviève, et ils retournent à la maison le soir. Donc on peut y aller à 17h30 après un petit coup de fil passé aux chèvres de Roquebaron. Et on pourra le samedi aussi, il y a une journée entière où on peut faire de la traite, on peut partir avec les chèvres, se balader, faire de la dégustation de fromage, acheter du fromage aussi. Et enfin, le clou du spectacle, si vous aimez les cochons, vous aurez le plaisir d'aller nourrir leur cochonne qui se trouve non loin de là. Vous verrez les images dans quelques instants. En tout cas, voilà quelques idées. Si vous voulez voir une cochonne manger, pour petits et grands, on va voir les images bientôt. Ça arrive tout de suite. Là, t'as mis un teaser. Là, moi, je suis pressé. J'ai jamais vu ça. De quoi? Une cochonne manger. Voilà. C'était une petite cochonne modeste, parce qu'on en a vu des plus gros exemplaires. Elle est bien portante, quand même. Bien portante. Elle était blessée. Regardez, Daniel va, dans un geste de sauvetage, mettre un petit produit désinfectant. C'est vrai, elle est grosse. Donc voilà la fin de mon périple pour petits et grands à la recherche des animaux. Bon, ben c'est plutôt sympa, une bonne idée de visiter tout ça. Voilà, donc j'ai presque envie de terminer le périple. Merci beaucoup avec toi. Est-ce que tu crois qu'on a le temps? Oui. On a le temps. De faire le dernier épisode. Le dernier épisode pour aujourd'hui. On le fait pas en entier, on en fait juste un petit bout alors. Je pense qu'il doit passer en entier quasiment. Non, il passe pas en entier. Bon, on va faire ce qu'on peut. Voilà. Allez, envoie-nous sur le dernier périple. Allez, c'est parti. Alors le dernier périple, donc on est au bord du lac de Rotorua, qui est en fait une ville au milieu des volcans, d'un parc national de volcans. Et donc, ce qui est assez impressionnant sur cette ville, c'est qu'on a une activité géothermique très importante. Et à travers les rues du village, on va même pouvoir, à certains moments, avoir, à travers les trottoirs, à travers les pavés des trottoirs, justement, ce qu'on voit à l'image, c'est en fait des résurgences de geysers qui naissent par-ci, par-là. Donc, c'est vraiment une activité très, très importante, et qui est autour de cette ville utilisée par les Maoris pour servir également de spa. Donc là, c'est les tribus. C'est toi, ça? C'est les tribus Maoris. C'est très très court. C'est très très court. On n'aura pas vu les dangereux Maoris faire leur haka. Et ça m'épargne parce que du coup, juste après, j'avais une descente en rafting à laquelle je participais dans de très mauvaises postures. Et donc voilà, ça c'est vraiment l'origine de la Nouvelle-Zélande, donc au niveau des Maoris. Les danses, les tatouages qui sont complètement, qui font partie de cette identité. Les soirées Maoris de Rotorua sont des soirées assez magiques, donc il faut vraiment les faire puisque c'est là où on apprend la culture, les danses, la musique, qui sont vraiment qui ont des origines en fait polynésiennes, parce que ce sont les premiers à être venus coloniser cette île de Nouvelle-Zélande. Donc participer, voilà, là c'est des danses que Philippe pourrait nous faire, je pense, très très bien. Donc c'est des danses tribales pour faire peur en fait à l'adversaire. Ces danses ont été reprises par les All Blacks. Tu veux pas terminer l'émission en dansant comme ça? Non. C'est franchement non, c'est pas mon fort. Le haka, c'est pas mon truc. Mesdames et messieurs, on va vous dire à très bientôt dans la grande émission. En tout cas, les épisodes avec Franck Gualco et la Nouvelle-Zélande, ça va se poursuivre tout au long de la semaine. Et puis vous revenez demain? Bon, je sais pas, peut-être. Peut-être. En tout cas, vous aussi, n'hésitez pas. Merci beaucoup à toi, Franck, et merci à toute notre équipe. À très bientôt dans la grande émission.